entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 12 juillet 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. Bras de fer entre deux directeurs au lycée technique communal de Rugombo, l'un démis de ses fonctions et l'autre qui assure l'intérim, une situation qui paralyse les activités de l'école. La population de la province Gitega dénonce le non-respect du prix du savon bleu tel qu'est fixé par le gouvernement. Et dans la rubrique Ubahuka, l'on reviendra sur la naissance de l'accord d'Arusha et certaines lois qui en découlent. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo assure la mise en onde et Mesteve Nyungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Le savon bleu destiné à la population pour la propreté dans le cadre de la prévention contre le coronavirus est déjà disponible dans certains coins du pays. Le prix de ce savon dépasse cependant 150 francs burundais fixés par le gouvernement. Le point avec Rachel Kagissi. Dans certaines zones de la mairie de Bujumbura, les habitants affirment que le savon bleu est disponible et s'achète à 150 francs bout. D'autres disent qu'ils n'ont pas encore vu ce savon, si ce n'est que des images publicitaires. Ils révèlent toutefois que ce savon était d'habitude utilisé, mais qu'il coûtait 200 francs. Le savon bleu était généralement vendu au marché communément appelé chez Sion. Un carton de 48 pièces coûte 7000 francs burundais. À l'intérieur du pays, par exemple dans la province Gitega, la population indique que le savon bleu est disponible, mais qu'il coûte 200 francs. Notre source parmi les commerçants de cette province nous a signifié qu'il vend ce savon à 200 francs puisqu'il s'en approvisionne à 150 francs. La campagne pour l'utilisation de ce savon a été lancée jeudi dernier. Le gouvernement du Burundi, en collaboration avec l'UNICEF et la société Savonor, se sont chargés de la distribution. Il s'agit d'une campagne inscrite dans le but de favoriser la propreté de la population, l'une des mesures barrières dans la prévention et la lutte contre la COVID-19. Merci Rachel Kagissi. Le lycée technique communal de Rugombo en province Chibitoke connaît deux directeurs depuis un mois. Certains enseignants de cette école indiquent que l'un d'entre les deux avait été démis de ses fonctions mais a refusé de remettre le sceau de l'école. Les élèves deviennent ainsi victimes de ce bras de fer entre les deux directeurs. Les enseignants de la plupart des écoles techniques divergent sur les critères de délibération des élèves à la fin de cette année scolaire. Les nouveaux critères de délibération établis par le ministère de l'Éducation sont à l'origine de ces divergences. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Certains enseignants indiquent que la délibération est censée être une tâche facile parce que le ministère de l'Éducation a mis en place de nouveaux critères très clairs, surtout au niveau des écoles techniques. Mais le problème réside dans le fait que les enseignants trouvent que ces critères favorisent certaines écoles au détriment des autres. Dans certaines écoles, selon les enseignants, il y a un grand effectif d'élèves qui réussissent alors que dans d'autres établissements, le taux de réussite devient très faible. Lorsqu'on constate un faible taux de réussite, certains enseignants préfèrent se référer aux anciens critères, ce qui provoque des divergences. À titre d'exemple, à l'école paramédicale de Buterere, à mairie de Bujumbura, les travaux de délibération ont été suspendus à cause de ces divergences. Dans la province Kayanza, les activités de délibération ont été annulées après avoir constaté qu'il y a un faible taux de réussite. Toujours page éducation, la politique et le business s'ingèrent dans l'enseignement public au Burundi. Certains enseignants appellent le gouvernement à sauver le secteur de l'éducation avant qu'il ne soit trop tard. Le point avec Emile Nibassoum.
Il y a une catégorie d'élèves qui passent leur temps à s'occuper des activités politiques et qui souvent échouent à la fin de l'année. Leur familiarité avec certains enseignants ou même avec les directeurs devient un pion utilisé pour se tirer d'affaire. Nos sources qui préfèrent garder l'anonymat indiquent qu'à ce moment, tous les coups sont permis, y compris la violation des critères de délibération fixés par le ministère de l'Éducation. Une situation qui, selon nos sources dans le secteur de l'éducation, divise souvent le corps professoral. Certains enseignants choisissent de protéger certains élèves pour des mobiles politiques ou parfois ethniques. Selon toujours nos sources, certains directeurs optent également pour la violation des critères de délibération pour protéger leur poste. Ils ont peur d'être licenciés en cas de taux de réussite jugé médiocre par le ministère de tutelle. D'autres chefs d'établissements privés violent les critères de délibération pour des raisons commerciales. Selon nos sources, pour ces écoles privées, avoir un taux de réussite élevé, c'est se faire de la publicité. L'école pourra attirer beaucoup plus d'élèves par la suite. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page Justice et Droits de l'Homme à présent en détention depuis 8 mois et 22 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et J.D. Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. 4e jour de détention de Terence Mouchano, vice-président de l'association AC Génocide Chirimoso, au cachot de la police judiciaire, situé au quartier Javé en zone Bouiza dans la municipalité de Bujumbura. Sa famille craigne pour sa sécurité dans la mesure où il souffre d'une maladie chronique. Suivez plutôt un des membres de sa famille, il a été repris en français par Emmanuel Niungeko. Il a été arrêté par la police et interrogé par un officier de la police judiciaire de l'aéroport. C'est ce dernier qui a rédigé un procès verbal qui a été transmis à la police judiciaire de Djabé. À ce moment, il s'est exprimé sur cette commémoration après le discours du président de la CVR et du président de l'association des rescapés du massacre de ces étudiants qui est l'actuel directeur général de la SOGEA. Il a été arrêté sur ordre du directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, Emmanuel Habimana, alias Muzinga, en collaboration avec son serviteur Pacifique Musongera et le chargé de la sécurité des passagers, Dieudonné Ndaïsaba, qui l'ont accusé d'atteinte à la sécurité publique. Depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons entendu nulle part où la sécurité a été perturbée dans les enceintes de l'aéroport. Alors, comment peut-il être accusé d'atteinte à la sécurité publique? Nous ne savons pas le mobile qui serait derrière son arrestation, mais nous pensons qu'on veut tout simplement l'empêcher d'exprimer ses opinions. Nous sommes surtout inquiets que son état de santé pourrait se détériorer car il souffre de la goutte. Nous demandons qu'il soit relâché car les accusations portées à son égard ne sont pas fondées et il n'a violé aucune loi. Pour rappel, Terence Mouchano a été arrêté dans la mi-journée de jeudi dernier. Ils sont entretenus avec des journalistes du groupe de presse Iwachu sur le massacre des étudiants Hutus au campus Mutanga en 1995. Il a été par la suite accusé d'atteinte à la sûreté publique. Nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises Emmanuel Habimana dit Muzinga, directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, reproché d'avoir commandité l'arrestation de Terence Mouchano, mais il n'a pas décroché son téléphone. La septagénaire et Conceição Zeimana de la zone Gatavo en commune Kayogoro vient de passer 2 semaines sans abri. Ceux qui étaient censés capables de lui venir en aide afin qu'elle soit rétablie dans ses droits lui tournent plutôt le dos. Le point avec Éloge Divin Remesh.
Parmi les violations des droits de l'homme perpétrées contre la veuve Conceição Nzeyimana, âgée de 72 ans, il y a le fait qu'elle vient de passer 14 jours sans abri avec ses petits-enfants. La septuagénaire Conceição Nzeyimana a d'abord été emprisonnée arbitrairement avec ses petits-enfants. Après leur libération, ils sont tombés malades suite aux mauvaises conditions de vie infligées par l'administration. Comme le signalent les voisins de la veuve Conceição Nzeyimana, elle a essayé de solliciter de l'aide auprès des institutions en charge de la résolution des conflits, mais ces dernières n'ont pas réagi dans le bon sens, contrairement à leur devoir. Innocent Nimagaritse, représentant de l'ombudsman dans la région du sud du pays, qui avait été sollicité comme médiateur, a plutôt penché vers la position de l'administrateur Zaché Misago. La veuve Conceição Nzeyimana a été plutôt victime de l'irresponsabilité de cette autorité. Les persécutions infligées à Conceição Nzeyimana par l'administration passent inaperçues aux yeux des autorités compétentes. Que ce soit le gouverneur de Makamba, Gad Niukuri, la CNIDH, qui est une commission chargée d'aider les victimes des violations des droits de l'homme, ou encore les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité, personne n'a réagi par rapport à la problématique de la veuve Conceição Nzeyimana. D'après certaines sources, certains bienfaiteurs qui tentent de venir en aide à la veuve reçoivent des menaces de la part de la. Merci à Éloge Divin et Remecha. L'Organisation internationale de la francophonie s'est déclarée favorable à la reprise de la coopération avec le Burundi pour des raisons stratégiques. Certains analystes avisés estiment que le gouvernement du Burundi devrait honorer ses promesses envers le peuple burundais afin de promouvoir de bonnes relations avec la communauté internationale. Trésor Nyongabo pour plus de détails. Le pacte linguistique était le principal pilier de la coopération culturelle entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF et le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Ce pacte a été signé le 28 novembre 2014 entre le secrétaire général de l'OIF à l'époque Abdou Diouf et le président feu Pierre Nkurunziza. Un pacte qui avait pour ultime objectif l'engagement du Burundi à maintenir et à renforcer la place du français dans le pays et dans la communauté est-africaine. Plus concrètement, le Burundi s'était engagé à implanter le français dans les institutions diplomatiques, éducatives et universitaires, ainsi qu'au sein des institutions médiatiques et culturelles en contrepartie des appuis en provenance des partenaires comme l'Agence universitaire de la francophonie, TV5 Monde, l'Association internationale des maires francophones et l'Université Senghor d'Alexandrie. Après la crise de 2015, consécutive au troisième mandat brigué de force par Pierre Nkurunziza, l'OIF avait décidé en 2016 la suspension de sa coopération avec le Burundi. Les experts dans le domaine des relations internationales expliquent que la levée des sanctions contre le Burundi viserait le démarrage de la mise en application du pacte linguistique, instrument de l'hégémonie culturelle française, surtout dans la communauté est-africaine. D'autres chercheurs encore, en l'occurrence le professeur Libera Ntibashira Kandi, estiment qu'il s'agit d'une stratégie purement économique. On sait très bien que la France a toujours soutenu, il faut le dire, en tout cas le pouvoir de Bujumbura. Donc, c'est la France qui tire des ficelles pour des intérêts économiques. Entre autres, notamment, la France a vendu au Burundi les armes qui étaient utilisées en Centrafrique. Et tant que la dette que le Burundi doit à la France, il y aura toujours un soutien de la France. Contrairement aux propos de l'ambassadeur du Burundi en France, Ernest Nyokindi, qui fait état de l'évolution politique au Burundi, professeur Libera Ntibashira Kandi indique qu'il s'agit toujours d'un statu quo. Le système qui est là, qui a été renforcé. Le message que le Burundi donne, ce n'est pas un message positif. La secrétaire générale de l'OIF sait très très bien que la situation n'a pas du tout évolué. La preuve, ce sont le nombre de réfugiés qui sont dans les pays limitrophes. Objectivement, ces sanctions ne devaient pas être levées. L'OIF compte renouer formellement son amitié avec le Burundi en automne. Les spécialistes des relations internationales estiment que les autorités burundaises devraient saisir l'occasion pour remédier à la situation précaire qui prévaut dans le pays. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous revenons sur l'objectif primordial de l'accord d'Arusha. Nos invités parlent aussi de la commission Vérité et Réconciliation. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzim. Ubahuka. Les accords d'Arusha prévoyaient que tous les crimes qui ont été commis depuis l'indépendance jusqu'à la date de la signature des accords d'Arusha soient du ressort de la CVR.
Une commission qui devait collaborer étroitement avec un tribunal pénal international pour le Burundi comme convenu à Arusha, et ce tribunal devait se charger des crimes imprescriptibles. Dans la rubrique Uwaruka de ce dimanche 12 juillet 2020, nos invités vont revenir sur les motivations de ce consensus politique ainsi que les conséquences de la violation des dits accords. Nos invités sont Dr Alphonse Rugambarara, un des participants à ces négociations politiques d'Arusha, Chantal Gatol, experte en justice transitionnelle et consolidation de la paix, ainsi que Charles Mukasi, politicien burundais. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. La mise en place des accords d'Arusha signés entre le gouvernement d'alors, les partis politiques et les mouvements armés avaient pour but la consolidation de la paix entre les classes ethniques burundaises. C'était après des décennies de guerre civile au Burundi. Marie-Ange Irakoze nous parle du contenu de ce consensus d'Arusha en ce qui est de la gestion des différents crimes qui ont endeuillé le Burundi. Dans le but de mettre fin aux causes des violences répétitives, des fusions de sang, d'insécurité et d'instabilité politique, les représentants des partis politiques et les représentants de la société civile, avec mandat d'observateur, s'étaient convenus à la mise en place d'une commission vérité-réconciliation. La mission assignée à cette commission était d'enquêter et d'établir la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis l'indépendance et jusqu'à la date de la signature de l'accord de paix d'Arusha. Il avait aussi la mission de réconciliation et de restitution aux ayants droit leurs biens dont ils ont été dépossédés, stipule des accords d'Arusha. Les membres de la commission devaient résulter des associations de la société civile, des partis politiques, des confessions religieuses, ainsi que les candidats présentés à titre individuel. Ils étaient choisis suivant l'intégrité, l'âge et le niveau d'études, au minimum un diplôme des humanités complètes ou équivalent comme marqué dans le premier protocole des accords d'Arusha, chapitre 2, article 8. Selon ce même article, les travaux de la commission devraient s'étaler sur une période de 2 ans et après évaluation du travail accompli par la période pouvait être prolongée d'1 an. Tenant compte des conflits politico-ethniques incessants au Burundi, dans le but de suppression des tensions et l'assainissement du climat politique, le gouvernement devrait œuvrer pour la réhabilitation morale de toutes les victimes des conflits en instaurant un monument national en hommage à toutes les victimes des conflits de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité. Toutefois, les compétences de la commission Vérité-Réconciliation avaient été bien cadrées par les participants aux négociations d'Arusha. Il s'était convenu qu'un tribunal spécial pour le Burundi devrait être créé pour s'occuper des affaires de crimes imprescriptibles. Dr Alphonse Rugambarara, qui a participé dans les pourparlers qui se sont soldés par les accords d'Arusha, indique que ça n'a pas du tout été facile d'aboutir à ces accords. Il explique que bon nombre de ceux qui étaient présents à Arusha étaient à l'origine même de ces tueries. Les motivations étaient suffisamment claires en ce qui concerne les signataires de l'accord d'Arusha. Il était impératif que nous mettions en place, avec l'appui des médiateurs, une voie pour la paix et la réconciliation. Cela était la principale motivation. Et pour ce qui concerne de la faisabilité, il était aussi important de considérer le timing d'application de ces mesures-là. Je dois dire que ces mesures sont bien consignées dans le protocole 1 au niveau de l'article 6 et au niveau de l'article 8. L'article 6 concerne les principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Il y a beaucoup de dispositions concernant ces crimes-là et surtout eu égard à la prévention
et à l'éradication de l'idéologie d'exclusion et de génocide. L'article 8, c'est là où on parle de la Commission nationale vérité et réconciliation, qui n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Celle-là aussi devait être mise en place tout au plus 6 mois après le début de la transition. Cela n'a jamais été mis en place. La commission, la sévère, a été mise en place par le gouvernement du CNDD-FDD. La raison pour laquelle nous voulions que ça se passe avant les élections, c'était pour empêcher les partis politiques, les hommes politiques, de ramener encore ces problèmes-là dans les propagandes, dans les recrutements, etc., etc. Parce qu'on se disait, il fallait que ces questions qui sont très sensibles, extrêmement sensibles, soient réglées avant les élections qui devaient amener un pouvoir élu par le peuple. Donc il fallait vraiment que ces questions soient réglées. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et la responsabilité incombe à ceux qui ont eu à gérer la transition en premier lieu, et qui était divisée en 2 parties, comme vous le savez. Ce n'était pas facile de dégager le consensus, parce que il n'est pas facile de voir des belligérants en train d'accepter rapidement que la justice s'occupe de leurs méfaits. Malheureusement, ça nous poursuit encore. L'experte en justice transitionnelle et consolidation de la paix, Chantal Gatol, elle, précise que l'objectif des accords d'Arusha était de mettre fin aux guerres et tueries et amener les Burundais à se réconcilier, de le consentement sur la mise en place de la commission vérité-réconciliation. Lors de parler inter-burundais à Arusha en 2000, c'est qu'ils ont remarqué que la vérité n'est pas connue. Il y avait une vérité tronquée, il y avait une vérité qui n'en était pas une, parce que la vérité est dynamique, mais les faits sont statiques. Et la vérité devient dynamique parce que plusieurs personnes, plusieurs perceptions, chaque personne a sa propre perception des faits. Alors, ils ont remarqué qu'il y avait plusieurs vérités, et il y avait aussi des vérités tronquées. Il y avait aussi des mensonges, aussi par rapport à ce qui s'est passé au Burundi, par rapport aux guerres civiles, par rapport aux massacres et tueries qui se sont faits au Burundi, qui sont des violations massives des droits de l'homme, notamment le crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Alors, ils ont remarqué ça. Alors, ils ont dit, comme consensus, nous allons mettre en place une commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation nous aidera à savoir la vérité sur ce qui s'est passé par rapport à ces différentes périodes de tueries, de violations massives des droits de l'homme au Burundi. Ça, c'est la première motivation, connaître la vérité sur ce qui s'est passé. La seconde motivation était qu'une fois que la vérité est connue, c'était couplé avec une enquête internationale qui allait déterminer si les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime de génocide ont été perpétrés au Burundi. Et si il s'avérait que ces crimes ont eu lieu au Burundi, on devrait mettre en place un tribunal international pour le Burundi, à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda. C'était ça les objectifs. Connaître la vérité, coupler cette vérité avec le rapport d'une enquête internationale sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, pour enfin mettre en place un tribunal international pour le Burundi. C'était ça l'objectif de l'accord d'Arusha. Toutefois, certains politiciens qualifient plutôt ce consensus de mensonger. Pour Charles Mukassi, les parties prenantes au désaccord d'Arusha ne cherchaient qu'à se protéger seulement pour des crimes qu'ils ont commis, d'où tout effort de résolution des problèmes en rapport avec les crimes commis reste jusque-là sans effet. L'accord d'Arusha est bâti sur un accord entre les assassins d'Ondadaye et les coupables du génocide contre les Tutsis de 1993. Une fois que cet accord n'est pas respecté, le CNDD découvre qu'il n'a aucun intérêt là-dedans, puisque vous arrivez aujourd'hui, les dossiers de crimes commis par le CNDD, lorsqu'il devient CNDD officiellement, ils sont devant la CPI. Mais vous leur dites en même temps que l'assassinat d'Ondadaye tombe sous la prescription juridique. Et vous voulez que le CNDD soit promoteur d'un tel accord, un accord où il va être coupable alors que les autres ne le sont pas. Et ça, c'est une chose. Mais ceci, à mon avis, justifierait la mise en avant aux premières lignes de ces ministres-là
signifie que lorsque vous commencerez à parler de manière de ces pays, ils vont parler de l'assassinat de Ndadaye et ils auront besoin d'une monnaie de change aussi. Et si ces gens-là sont aux avant-postes pour le gouvernement CNDD aujourd'hui, ils vont poser la question d'impunité plus directement. Ça s'appelle immunité, j'appelle ça impunité. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui, mais je pense que l'accord d'Arusha n'est pas applicable. Deuxièmement, même s'il était applicable, l'accord d'Arusha ne peut pas amener la paix. L'experte en justice transitionnelle Chantal Gatore ajoute que la mise en place de la CVR en surpassant des propositions de la population en rapport avec la nomination des membres de la commission a des conséquences. Le peuple perd la confiance en cette dernière. Premièrement, j'aimerais donner une petite chronologie de ce qui s'est passé par rapport à la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation telle qu'on en a aujourd'hui. En 2005, lorsque le CNDD-FDD a gagné les élections, le CNDD-FDD a dit que la population burundaise n'a pas été représentée par les hommes politiques qui ont été à Arusha. Alors, la communauté internationale, les Nations Unies en particulier, ont accepté. Ils ont dit oui, très bien, on va mettre en place une commission tripartite qui va nous aider à faire des consultations au Burundi. Alors, à savoir comment faire, en fait, pour tout dire, il y a eu consultation de la population burundaise par rapport à la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. La population burundaise s'est exprimée et ils ont dit, nous aimerions que la commission Vérité et Réconciliation et surtout les membres de la commission Vérité et Réconciliation soient faits de la société civile, en premier lieu, des religieux, en second lieu. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup mentionné les partis politiques. Cela montre qu'il y avait une crise de confiance entre la population et les leaders politiques. Alors, ce qui s'est passé après, accord d'Arusha, consultation de la population, le gouvernement burundais n'a pas suivi l'accord d'Arusha, n'a pas suivi aussi ce que la population a dit. Alors, ils ont mis en place une commission Vérité et Réconciliation des membres venant des partis politiques, notamment du CNDD-FDD et de l'UCONA, et aussi des religieux. Ils ont fait comme bon leur semble. Donc, les conséquences de ne pas écouter la population et l'accord d'Arusha, les conséquence est qu'il va y avoir un problème parce qu'une certaine frange de la population, qui était la majorité, selon les résultats des consultations de la population burundaise, la majorité voudrait bien qu'il y ait les membres de la société civile et la majorité dans la commission Vérité et Réconciliation. Les conséquences sont qu'il y a une frange de la population qui ne va pas accepter la vérité qui va sortir de la commission Vérité et Réconciliation. La deuxième conséquence est que la loi même sur la commission Vérité et Réconciliation, qui est en train d'être appliquée aujourd'hui, ne dit pas ce qu'on va faire du rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Est-ce qu'il s'avère qu'il y a des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide qui ont été commis au Burundi, qu'est-ce que le gouvernement burundais va en faire? Docteur Alphonse Rugambarara, malgré la mise en place de la commission, déplore que la CVR a été mise en place dénaturée. Pour lui, la commission existante aujourd'hui ne vise plus la même chose que celle prévue dans les accords d'Arusha. Le CNDD-FDD est venu tardivement dans les négociations. Le CNDD-FDD n'a jamais été, à mon avis, préoccupé par la réconciliation. Quand il a pris le pouvoir, le CNDD-FDD, il s'est trouvé dans une situation où il pensait ne pas exercer le pouvoir comme il le voulait. Parce qu'il faut le dire, l'accord d'Arusha, c'est une contrainte. C'est une contrainte pour nous tous, pour les hommes politiques de l'époque, pour aller vers la paix et la réconciliation. Or, les différents partis politiques, la plupart de ceux qui exerçaient réellement le pouvoir, en particulier le PRONA, le FRODEBO et le CNDD-FDD, n'avaient pas réellement cet esprit de réconciliation. Ce qui fait que tous se sont beaucoup plus préoccupés de la distribution des postes, mais pas vraiment de la ligne pour la paix et la réconciliation, la contrainte pour la paix et la réconciliation qui était l'accord d'Arusha et son application. Et c'est ainsi que réellement l'accord d'Arusha n'a pas été appliqué dès le départ. Les deux grandes mesures de l'article 6 et de l'article 8 n'ont jamais été appliquées dans les délais impartis par les signataires. Les risques sont énormes qu'un accord pour la paix et la réconciliation est malheureusement devenu une coquille vide. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation. Voire qu'on s'était promis qu'il n'y aurait plus de réfugiés. Il est impératif que
ceux qui veulent vraiment sauver ce pays pensent à cette ligne pour la paix et la réconciliation. Il y en a au sein de l'opposition ou à l'intérieur du pays, comme le CNDD-FDD, qui véritablement n'ont retenu que les 60-40 ou les contraintes de l'application de l'accord d'Arusha et n'ont pas réellement cette réconciliation, cette paix que la majorité du peuple burundais souhaite. Il est temps réellement qu'on revienne sur ça, qu'on relise cet accord et qu'on voit dans quelle mesure il peut réellement être appliqué. Mais la constitution que nous voyons aujourd'hui, celle de 2018, n'est pas une constitution de réconciliation, c'est une constitution de dictature, c'est une constitution qui va amener des conséquences sur le plan judiciaire, où ça sera la justice du vainqueur. Bonsoir les dégâts. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est extrêmement dangereux. Le pouvoir CNDD-FDD a déjà aussi violé le consentement sur la création des monuments uniques pour toutes les victimes des différents qu'a connu le Burundi depuis l'indépendance jusqu'en 2000, année de signature de ce consensus politique d'Arusha. Un seul monument pour toutes les ethnies. Ce jeudi, au campus Mutanga de l'Université du Burundi, un monument pour les étudiants Hutus assassinés dans les ancêtres de cette université en 1995 a été inauguré officiellement. C'est par ici que donc nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche 12 juillet 2020 qui était centrée sur le consensus d'Arusha en rapport avec la gestion des différents crimes qu'a connu le pays, l'objectif visé ainsi que les conséquences de la violation de ces ententes. Comme vous l'avez entendu dans cette rubrique, la priorité était la consolidation de la paix entre Burundais. Merci aux invités. Merci à vous aussi qui nous suivez. Au revoir et à la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à Clovis Nyonzima pour cette rubrique Uwahuka. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 12 juillet 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Excellente soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.